Bonjour, dans cette vidéo on va entamer le cours du noyau et voilà le plan de notre cours. Voyons une ultrastructure des noyaux séparés du cytoplasme par une enveloppe nucléaire avec un nucléole qui apparaît plus dense et de la chromatine avec ses deux types, hétérochromatine et euchromatine. Commençons d'abord par la définition. Le noyau est le centre vital de la cellule car il est l'unité morphologique et structurale de la cellule. Il est porteur du patrimoine génétique et capable de le conserver de génération en génération par le phénomène de la mitose grâce à la réplication de l'ADN. Le noyau est aussi responsable de la synthèse de tous les ARN, dont l'ARN M, l'ARN T et l'ARN R. Maintenant, je vous présente un schéma d'un noyau cellulaire eucaryote. Donc, le noyau est séparé du cytoplasme par une enveloppe nucléaire composée d'une membrane interne au contact du nucléoplasme et elle est recouverte sur sa face interne d'une couche protéique, la lamina nucléaire, à laquelle sont ancrées les structures nucléaires, et une membrane externe au contact du cytoplasme qui se prolonge dans le réticulum endoplasmique rugueux. Et les deux membranes sont séparées par un espace périnucléaire. Et au niveau de l'enveloppe nucléaire, on trouve des pores nucléaires et on observe aussi la présence d'une corbeille périnucléaire, c'est de la vimentine, un filament intermédiaire qui maintient le noyau en place. Et à l'intérieur du noyau, il y a du nucléole et de la chromatine avec ces deux types. La chromatine condensée appelée hétérochromatine et la chromatine dispersée appelée euchromatine. Passons maintenant aux caractères généraux du noyau. Le premier caractère est la forme du noyau qui diffère en fonction de la morphologie cellulaire. On trouve un noyau polylobé, un noyau ovoïde, un noyau sphérique et un noyau aplati. Le deuxième caractère, c'est le nombre de noyaux dans la cellule. Généralement, il y a un seul noyau dans la cellule, mais on peut ne trouver aucun noyau dans la cellule. C'est le cas des hématites et des kératinocytes. Comme on peut trouver des cellules binucléées avec deux noyaux, ou bien des cellules à plusieurs noyaux, comme chez les ostéoblastes. Le troisième caractère, c'est la position du noyau qui est susceptible de varier en fonction du type cellulaire. Le noyau occupe souvent le centre de la cellule, comme on peut le trouver refoulé à la base dans les cellules intestinales. Ou bien il occupe une position périphérique dans le cas des adipocytes. Passons au quatrième caractère. Le volume nucléaire est proportionnel à celui de la cellule et il est caractérisé par le rapport nucléoplasmique, qu'on peut le calculer selon cette équation. RNP égale volume nucléaire divisé par volume cellulaire moins volume nucléaire. Le RNP est constant pendant la vie de la cellule, mais varie au cours de l'embryogenèse. Au départ, le RNP est très élevé, puis diminue progressivement jusqu'au stade de bastula, où le RNP devient constant et spécifique. Il peut également varier en fonction du capital chromosomique. Une cellule tétraploïde a un RNP plus élevé que celui d'une cellule diploïde. Le RNP varie aussi en fonction de l'activité cellulaire. L'augmentation du RNP entraîne une augmentation de l'activité cellulaire. Par exemple, dans les cellules endocriniennes, pendant la phase d'élaboration des hormones, leur RNP augmente. Passons maintenant à la structure du noyau, commençons d'abord par l'enveloppe nucléaire, la voici. Alors, l'enveloppe nucléaire, caractéristique des cellules eucaryotes, et appartient au système endomembranaire. Elle est constituée de trois éléments. La membrane externe au contact du cytoplasme et se prolonge dans le réticulum endoplasmique rugueux, riche en ribosomes. Son épaisseur est d'environ 7,5 nanomètres. Le deuxième élément est la membrane interne au contact du nucléoplasme et sa face interne est tapissée par la lamina. Ces deux membranes sont séparées par le troisième élément, c'est l'espace périnucléaire d'une épaisseur comprise entre 10 et 20 nanomètres. Son rôle principal est le stockage des ions Ca2+, qui pénètrent à l'intérieur du noyau à travers les canaux calciques qui se trouvent dans la membrane interne. Passons maintenant au rôle de l'enveloppe nucléaire. Premièrement, la protection de l'information génétique contenue à l'intérieur du noyau. Par exemple, elle isole l'ADN pendant l'interphase en permettant sa réplication et sa transcription. Deuxièmement, le contrôle des échanges entre le noyau et le cytoplasme, comme elle assure le transport actif du Ca2+, ainsi que son stockage dans l'espace périnucléaire. Troisièmement et dernièrement, l'enveloppe nucléaire maintient la forme et la croissance du noyau. Voyons maintenant un autre élément du noyau, c'est la lamina, qui est un filament intermédiaire qui s'assemble en un réseau protéique fibreux à maille carrée.
C'est une structure trilaminaire constituée de lamines A, B et C. Les lamines A et B assurent le contact avec la chromatine. La lamine n'est pas en contact direct avec la membrane interne car il y a une protéine transmembranaire appelée P58. De point de vue structural, c'est un récepteur protéique qui assure la liaison entre la lamine C et la membrane interne. La lamine C est également impliquée dans des interactions avec les deux autres lamines A et B. Abordons maintenant les rôles de la lamina. La lamina représente le nucléosquelette car elle maintient la forme du noyau et elle rend l'enveloppe nucléaire plus rigide. Voyons maintenant un exemple d'une maladie, la progérian. Dans ce cas, il y a une mutation du gène codant la lamine A, ce qui provoque la déformation du noyau. Et pour plus d'informations, je vous invite à faire quelques recherches scientifiques. Et il y a plusieurs maladies dues à la lamine. Le deuxième rôle de la lamine, c'est la disparition et la reconstitution de l'enveloppe nucléaire. À l'état normal, les récepteurs P58 sont phosphorylés. Dans ce cas, ils fixent la lamine A, alors que pendant la division cellulaire, les récepteurs P58 se déphosphorylent et libèrent la lamine C. Cette dernière arrache avec elle des morceaux de l'enveloppe nucléaire en formant des vésicules, engendrant la disparition de l'enveloppe nucléaire. Et pendant la télophase, ces vésicules fusionnent pour la reconstitution de l'enveloppe nucléaire. Parlons maintenant d'un autre élément qui est indispensable pour le fonctionnement du noyau, c'est les pores nucléaires, qui sont des zones d'interruption de l'enveloppe nucléaire de 124 nanomètres de diamètre, appelées aussi complexe du pore nucléaire NPC. Leur répartition à la surface du noyau n'est pas uniforme, et le nombre moyen de pores est 11 pores par micromètre carré. Le NPC est un assemblage tripartite comprenant un complexe rayonné placé entre un anneau cytoplasmique où sont accrochés des filaments cytosoliques et un anneau nucléoplasmique. Le complexe rayonné entoure le pore central, appelé complexe central du pore. Il contrôle les transports nucléocytoplasmiques dans les deux sens, et il y a deux types de transports. Un transport passif pour les petites molécules ayant un poids moléculaire inférieur à 44 kg d'A, et leur passage se fait par les canaux latéraux sans consommation d'énergie. Et le deuxième type de transport est le transport actif pour les molécules ayant un poids moléculaire compris entre 44 et 70 kg d'A, et ce transport nécessite trois éléments. La molécule à transporter, le transporteur qui est une protéine transportrice, soit l'importine qui fait entrer les molécules à l'intérieur du noyau ou l'exportine qui fait sortir les molécules du noyau. Et le troisième élément, c'est la séquence signal NLS reconnue par l'importine et NES reconnue par l'exportine. Voyons maintenant un exemple de ces deux types de transport. Commençons d'abord par le transport passif, où les petites molécules traversent le pore par diffusion simple, sans consommation d'énergie. Regardons maintenant un transport actif d'exportation. Donc la molécule à transporter s'associe à l'exportine et à rang GTP plus la séquence signal, NES. Le complexe d'exportation sort à travers le complexe central du pore. Une fois sorti, une GTPase intervient dans l'hydrolyse du rang GTP en rang GDP et on aura la libération de la molécule à transporter. Une remarque à ajouter. Il existe des molécules qui font la navette, des allers-retours entre le noyau et le cytoplasme, et possédant une séquence signal différente appelée MNEF identifiée par la transportile. Voyons maintenant un autre élément du noyau, c'est la chromatine, qui est constituée par les molécules d'ADN organisées en fibres nucléoplasmiques, qui correspond à la séquence répétitive de nucléosomes reliés par un lien flexible. Le nucléosome est un octamère de protéines histone, H2A, H2B, H3 et H4, et chaque nucléosome s'associe à une autre protéine histone H1 qui fait rapprocher les nucléosomes entre eux, ce qui entraîne l'empaquetage de l'ADN et sa condensation. Voyons maintenant les aspects de la chromatine. Il y a l'euchromatine, c'est la forme dispersée de la chromatine, et il y a l'hétérochromatine, c'est la forme condensée, et il y a deux types. Hétérochromatine facultative qui peut être transcrite, et hétérochromatine constitutive qui n'est jamais transcrite. Et le dernier aspect de la chromatine, c'est le chromosome, c'est la forme la plus condensée. Ces aspects sont liés à des états fonctionnels différents de l'ADN. Lorsque la cellule subit une division cellulaire, et pendant les deux phases, G1 et G2, on trouve l'hétérochromatine.
alors que pendant la phase S, on trouve euchromatine. Et au cours de la division, autrement dit la phase M, l'aspect de la chromatine est sous la forme la plus condensée, c'est les chromosomes. On peut distinguer les aspects de la chromatine selon la phosphorylation de l'histone H1. Dans le cas de l'hétérochromatine, H1 est phosphorylé, donc on ne peut pas faire la transcription. Contrairement à l'euchromatine, où on peut faire la transcription, car H1 est déphosphorylé. La répartition de la chromatine dispersée et de la chromatine condensée est un témoin fidèle de l'activité cellulaire. Passons maintenant au nucléole. Le nucléole, c'est un organisme nucléolaire non limité par une membrane et responsable de la synthèse des ARN et de l'assemblage des ribosomes. Le nucléole est constitué de 3 régions. Premièrement, le centre fibrillaire. C'est la région la plus claire qui contient les outils qui représentent les protéines et les enzymes nécessaires à la transcription des ARNR. Mais il y a également une protéine de liaison des ARNR appelée nucléoline, qui intervient dans le contrôle et la régulation de la transcription des ARNR selon la quantité des ribosomes dans le cytoplasme. Et il y a une relation entre la nucléoline et l'histone H1. La nucléoline est activée lorsqu'elle est déphosphorylée et inhibe la transcription des ARNR, et en même temps, l'histone H1 est phosphorylée, ce qui empêche la transcription, et vice-versa. Le nucléole est composé aussi d'un centre fibrillaire dense qui se situe autour du centre fibrillaire, c'est le siège de la transcription des ARNR, et contient une protéine, la fibrillarine, qui est activée par des protéines appelées SNORNP, qui intervient dans la maturation et le clivage des pré-ARNR et dans l'assemblage post-transcriptionnel des ARNR. Voyons maintenant un schéma de la synthèse des sous-unités ribosomales dans le nucléole. La transcription se fait grâce à l'ARN polymérase 1. Celle-ci conduit à la formation d'un précurseur d'ARN de grande taille, l'ARN 45S. Il est ensuite clivé en 3 fragments par les SNORNP, 18S, 5,8S et 28S, avec enlèvement des espaces intragéniques transcrits. L'ARN 18S s'associe avec les protéines ribosomales importées pour former la petite sous-unité du ribosome eucaryote. Les ARN 5,8S et 28S s'associent entre eux et avec des protéines ribosomales importées, puis avec l'ARN 5S pour former la grosse sous-unité du ribosome eucaryote. Voyons maintenant la dernière région du nucléole, c'est le centre granulaire qui entoure plus ou moins le composant fibrillaire dense et il permet le stockage des sous-unités ribosomales. Il faut ajouter une remarque. Le nucléole est traversé par de grandes boucles d'ADN appartenant à 5 paires de chromosomes, 13, 14, 15, 21 et 22. Le complexe nucléolaire 5 boucles d'ADN est appelé le centre organisateur nucléolaire, NOR. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours et comme vous voyez, malgré cette situation que nous vivons tous, ça n'empêche pas d'étudier et d'avancer vers nos rêves. Merci.